Monsieur le directeur, de quand date cette prison de la Petite Roquette où les caméras de la télévision française pénètrent ce soir pour la première fois? La prison de la Roquette est un établissement ancien dont la construction remonte aux environs de 1825-1830. Est-ce que ça a toujours été une prison de femmes? C'est devenu une prison de femmes en 1932 à la suite de la fermeture de la prison des femmes de Saint-Lazare. Est-ce que toutes les sortes de prisonnières arrivent à la Roquette? La prison de la Roquette est une maison d'arrêt de prévenus. C'est-à-dire de femmes qui n'ont pas encore été jugées? C'est ça. Et celles qui viennent à la Roquette, ce sont les femmes qui sont arrêtées et placées sous mandat de dépôt. Les femmes condamnées à des peines, des courtes peines, c'est-à-dire jusqu'à 1 an, sont soit maintenues à l'établissement et employées aux services généraux, soit dirigées sur d'autres établissements de la circonscription pénitentiaire de Paris. Et les longues peines? Les longues peines étaient dirigées sur la maison centrale de Hainaut. Mais depuis la fermeture de cet établissement, elles sont transférées maintenant sur le centre pénitentiaire de Rennes, ancienne maison centrale. Cet établissement moderne a été réouvert tout dernièrement. C'est donc à la maison de Rennes que nous nous transportons maintenant. C'est à Rennes que nous nous trouvons. Nous venons de voir le mur impressionnant qui ceinture la maison centrale. En pleine ville, au-dessus de la gare, la prison de femmes se dresse comme un avertissement, presque comme une menace. Elle rappelle à la paisible population bretonne que le mal est partout et que la société se défend. Tout le monde n'est pas d'accord sur les avantages d'une prison centrale à Rennes, dans la ville même. Certains préféreraient voir à cette place un lycée. D'autres demandent que la prison de femmes soit déplacée hors de la ville. Ce serait moins voyant. Qu'en pensent les détenus elles-mêmes? Eh bien, il semble qu'en Bretagne, elles se sentent plus seules encore qu'en Alsace naguère. C'est que Rennes, pour beaucoup de Français, c'est le bout du monde. Et en effet, les visites sont assez rares dans ce grand bâtiment rose et blanc qui évoquerait une communauté religieuse ou un immense hôtel s'il n'y avait toutes ces portes, tous ces gardiens, tous ces verrous, s'il était permis d'en sortir à volonté. Nous allons demander maintenant au directeur de la maison centrale de Rennes de nous présenter son établissement. Monsieur le directeur, est-ce que ce grand bâtiment octogonal autour d'une cour a toujours été conçu comme une prison, on dirait un cloître? Non, l'établissement a été construit en 1875, je crois, en vue d'être un établissement pénitentiaire. Il était prévu pour contenir 1000 femmes, mais 1000 femmes vivant en commun, donc en dortoir. Il a subi ensuite quelques restaurations, transformations? Il a été transformé complètement en 52 et maintenant nous aurons de l'emprisonnement cellulaire et nous avons 280 cellules à l'établissement et dans 1 an ou 2 après l'achèvement des travaux, nous pourrons avoir 340 cellules. Est-ce que c'est la plus grande prison de femmes française? C'est la seule, puisque c'est la seule maison centrale de France, maison centrale qui succède à Haguenau et également prison-école qui succède à Doullens. Ah, il y a donc en somme plusieurs établissements en un seul? Oui, en fait, il y a 4 établissements. La maison centrale pour purger les longues peines, la prison-école, le centre d'observation et le centre de formation professionnelle. Vous avez actuellement, m'avez-vous dit, environ 200 détenus? 220. Il n'y en aura jamais plus dans cette prison conçue pour 1000? Elle n'est plus conçue pour 1000, elle est conçue pour 300. Et le nombre dépendra des condamnations. Il semble qu'elles doivent être très au large ici. Oui, elles sont au large. Quelle sorte de peine ont-elles à purger ici? Ce que le Code de procédure pénale appelle la longue peine, c'est-à-dire que les condamnés à qui il reste au moins 1 an à faire au jour de leur condamnation, jusqu'à perpétuité. Est-ce qu'il n'est pas difficile, je dirais presque gênant, pour un homme d'être directeur d'une prison de femmes? Je pense que ce n'est même pas un problème.
J'assure ma profession et d'ailleurs les femmes, quand elles sont en uniforme, perdent beaucoup de leur féminité. Ici, à La Roquette, 2 portes à gros verrous se sont déjà refermées sur nous. Nous sommes entrés vraiment dans l'univers pénitentiaire, comme y entre celle que le fourgon cellulaire a déposée ici. Madame la surveillante, lorsque la détenue arrive à la prison de La Roquette, où est-ce qu'elle vient? Après les avoir écrouées au grève, elles arrivent ici au vestiaire où nous les fouillons minutieusement. Vous, personnellement, vous fouillez les détenus. Monsieur, est-ce que c'est une simple formalité ou est-ce que c'est fait très sérieusement? C'est fait très sérieusement. Nous leur enlevons tous les objets dont elles pourraient se servir pour se faire du mal. Est-ce qu'elles essayent quelquefois d'en cacher? Oui, des fois ça arrive, monsieur. Ça arrive. Oui, ça arrive. Quels sont les objets défendus? Les ciseaux, couteaux, lames de rasoir, et alors les valises que nous confisquons et mettons au paquet de fouilles, qu'elles retrouvent à leur sortie. Tout le reste est permis? Tout le reste est permis. Les affaires civiles sont autorisées, étant prévenues, n'étant pas condamnées, elles ont le droit à leurs affaires. Est-ce qu'il arrive que des femmes refusent de se laisser fouiller? Ça arrive, mais enfin, assez rarement. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il faut se battre un peu. Dans ce cas-là, on se gendarme un peu. Obligé. C'est ici qu'entrent les détenues lorsqu'elles ont commis un acte d'indiscipline. Les punitions sont très variables, 4 jours, 8 jours, 15 jours, rarement plus. Ce qui est utile surtout, c'est la présence de ces cellules. C'est qu'on sache qu'elles sont là. Elles exercent presque une fascination. On sait qu'elles sont la menace, une menace qui quelquefois passe à exécution. 4 jours, 8 jours, 15 jours. Il nous reste encore une porte à franchir pour, comme la détenue, entrer vraiment dans l'univers pénitentiaire. Là, elle aura laissé sa personnalité au vestiaire. Là, elle n'aura plus comme lien efficace avec le monde que l'avocat qu'elle rencontre régulièrement au parloir. Le maître du barreau que nous y trouvons ce soir au parloir de La Roquette, il a été le défenseur de l'accusé dans l'un des procès féminins les plus retentissants de ces 10 dernières années. Nous n'honorons pas son nom pour respecter les règles de l'ordre, mais pourquoi n'êtes-vous pas en robe, maître? Quelle curieuse question. Il n'y a qu'au cinéma que l'on voit des avocats revêtus de leur robe dans des parloirs de prison. Alors passons aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés dans la délinquance féminine? Non. La délinquance féminine est par trop modeste si on la compare à la délinquance masculine. 10 à 20% de celle-ci. Avouez qu'un avocat qui se serait spécialisé dans cette seule délinquance aurait un bien petit emploi. On dit pourtant, un vieil adage dit, dès qu'il y a une affaire policière, cherchez la femme. Oui, je pense que cela veut dire que la femme est à l'origine des actions de l'homme, en bien ou en mal. Qu'est-ce qu'elles font, les femmes, le plus souvent, qui les amène ici? Mon Dieu, d'abord des délits qui sont un peu ces délits de leur nature, tels que les avortements, les infanticides, et puis des infractions qui ont l'air d'avoir leur préférence, des vols, des escroqueries, ce que l'on appelle des actes de toxicomanie, et dans l'ordre criminel proprement dit, des actes de vengeance, des empoisonnements. C'est extraordinaire ce que la femme paraît avoir une vocation à l'empoisonnement. La détenue, la prévenue, qui ici dans le parloir vient consulter son avocat, qui est dans la position que je suis en ce moment, alors que vous êtes dans la position où vous êtes en ce moment, qu'est-ce qu'elle attend de vous profondément? Eh bien, je pense que, comme tout détenu, elle attend d'abord une compassion, une compréhension, mais comme la femme a une affectivité peut-être plus grande que celle de l'homme, elle attend de la douceur,
Elle attend de la patience. Elle attend aussi, je dirais, un brin de crédulité. Pourquoi elle ment? Non, pas toujours. Pas beaucoup plus que les hommes. Disons qu'elle tient davantage à ses mensonges. Et que si l'homme admet une discussion à propos de sa thèse de défense, il est plus difficile d'en avoir une avec une femme qui exige que l'on adopte son système et que l'on y croit, ou que l'on paraisse y croire. Est-ce que vous avez l'occasion de pénétrer dans la prison plus avant que ce parloir où nous sommes réunis en ce moment? Très rarement, cher monsieur. Il faut des circonstances exceptionnelles. Une tentative de suicide grave m'a amené une fois jusqu'à l'infirmerie. La même tentative a ensuite provoqué des mesures de surveillance extraordinaires et je suis ainsi monté jusqu'à ces curieuses cellules que vous allez voir dans un instant. Nous allons en effet pénétrer maintenant plus avant dans la prison pour voir comment vivent les détenus. Oui, c'est dans un monde de mensonges, un monde de défis à la société et de désespoir que nous allons pénétrer maintenant. Comment pourrait-il en être autrement? Dans notre société, la femme n'a plus le caractère sacré d'autrefois, mais on la respecte encore, on la vénère souvent, qu'elle soit la jeune fille, l'épouse ou la mère. Une femme qui tombe, tombe de plus haut qu'un homme. Sa déchéance est plus complète. Rien ne la préparait à ces barreaux, à ces cages, à cette promiscuité. Un homme reste un homme en prison, une femme y perd sa féminité, qui est la part la plus vraie d'elle-même. Alors, elle se réfugie dans le mensonge. Et comme elle ne peut pas s'évader de la prison matériellement, elle s'évade dans le rêve, dans l'imagination. Nous sommes maintenant au cœur de la prison de la Petite Roquette, dans le quartier cellulaire. Ce sont des religieuses qui assurent ici surveillance et discipline. Madame la supérieure, je voudrais vous demander quels sont vos rapports avec les femmes qui sont détenues ici. Nous partageons leur vie. Nous dirigeons ensemble leurs activités dans la journée. Notre but, c'est de les aider à accepter leur séjour en prison et de les aider à en tirer parti pour une vie meilleure. D'après vous, quel genre de femmes est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des femmes perdues? Non, monsieur, je ne crois pas. Presque toutes sont récupérables. Est-ce que ce sont des pauvres femmes, des épaves? Quelques-unes. Est-ce que les rapports avec elles sont plus difficiles qu'avec d'autres femmes? Pas toujours, monsieur. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir avoir une action utile? Je crois, monsieur, oui. Il faut surtout les aimer. Qu'est-ce qui est permis ici? Permis, c'est-à-dire... Si vous voulez, prenons le contraire, qu'est-ce qui est défendu? C'est défendu de fumer dans les ateliers, de parler pendant le travail. Parce que fumer est permis le reste du temps. Ah oui, monsieur. Pendant les heures de récréation. Il y a des récréations? Ah oui, monsieur, oui. Elles ont donc le droit de fumer à certains moments, pas à d'autres. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit de faire? Elles ne doivent pas circuler sans raison valable. Oui. Elles ne doivent pas tricher pour le courrier. Oui. Elles ne doivent pas crier, elles ne doivent pas se battre. Et si elles commettent une infraction à ce règlement? Mais quelquefois, on est obligé de sévir et de transmettre l'infraction à monsieur le directeur. Et dans ce cas-là, on prend une sanction? Quelquefois. Vous croyez à l'utilité des sanctions? Un avertissement suffit souvent. Est-ce que nous pouvons voir une des cellules dans lesquelles les détenus passent une partie de leur temps? Oui, monsieur. À quelle heure est-ce qu'elles se lèvent le matin? Elles se lèvent à 6h30, monsieur. Et ensuite, elles travaillent? Elles descendent de l'atelier à 8h moins le quart. Elles prennent le café et à 8h15, elles commencent le travail. Et ensuite, elles travaillent jusqu'à quelle heure? À 11h30, monsieur. Elles reprennent? Elles ont une récréation et le repas. Qu'est-ce qu'elles font pendant la récréation? Elles causent entre elles, elles lisent, elles se promènent dans la cour. Il y a la radio dans les ateliers également. Elles reprennent le travail le soir? Elles reprennent le travail à 1h, oui. Jusqu'à 4h. De 4h à 4h30, elles sont une récréation. Ensuite, elles reprennent le travail jusqu'au repas du soir à 6h. Et ensuite, après le repas, elles reviennent dans leur cellule. Dans leur cellule. Combien est-ce qu'elles sont dans ces cellules? Elles sont 1 ou 3, monsieur.
Est-ce que vous voulez nous montrer alors une de ces cellules? Une ou trois, jamais deux? Jamais deux. C'est contre le règlement. Pourquoi jamais deux? Pour la moralité, monsieur. Ah oui. Et cette cellule, est-ce que la femme, tout de suite, s'y sent chez elle, à l'aise? Oh, tout à fait au début, monsieur, elle est très désorientée. Elle subit un choc en entrant dans la cellule. Et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de la réconforter et de la rassurer. Mais petit à petit, elle organise sa vie dans la cellule. Elle s'attache même à sa cellule. On se demande tout de même comment une femme au sens où nous l'entendons nous, les hommes, peut vivre dans un décor comme celui-là. Oui, mais elle organise sa cellule à sa guise. C'est à peu près le seul endroit dans la maison où elle peut faire quelque chose de personnel. Les conditions de vie à la maison centrale de Rennes sont assez différentes. Nous allons nous y transporter maintenant, mais n'oublions pas que les pensionnaires de Rennes sont là, elles, pour une longue durée. Nous sommes ici, mademoiselle la sous-directrice, avec un petit groupe de détenus. Oui, il y a 9 groupes semblables dans l'établissement. Ce sont des groupes qui ont été constitués pour diminuer, en somme, les inconvénients de la grande vie collective qu'est la vie d'une prison et qui correspond si peu à la nature féminine. Est-ce qu'une détenue appartient à un groupe dès qu'elle entre dans la prison? Non, chaque détenue est soumise à une période d'isolement de 3 mois qui se passe dans un quartier cellulaire. Au cours de cette période d'isolement, elle reçoit la visite d'une éducatrice qui d'ailleurs continue de la voir pendant la 2e phase, comme vous pouvez le voir, le constater. Donc ensuite, elles sont divisées par groupe et elles vivent ici, sauf le temps employé au travail, c'est-à-dire la majorité du temps. La majorité du temps. À quelle heure est-ce qu'elle se lève? Elle se lève à 6h30 au son d'une cloche. À quelle heure est-ce qu'elle se couche? À 9h30, mais elles ont la possibilité d'éteindre la lumière avant. Où est-ce qu'elles prennent les repas? Elles prennent les repas dans ce petit réfectoire, et parce que les grands réfectoires ont disparu également de la maison. Et à quoi est-ce qu'elles s'occupent dans les loisirs qu'elles peuvent avoir ici? Elles tricotent pour leurs enfants, pour leur famille. D'ailleurs, on les autorise à expédier les vêtements qu'elles ont tricotés ou elles lisent. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres loisirs. Est-ce qu'elles ont des activités de plein air? Pour l'instant, uniquement la promenade. Cette promenade qui est d'ailleurs obligatoire et qui, par mesure d'hygiène, et qui ne peut être interdite que par le docteur. Elle a lieu plusieurs fois par jour? Elle a lieu 2 fois par jour et quel que soit le temps, grâce d'ailleurs au préau que nous avons. C'est sans doute l'occasion pour elles de parler un peu. Elles peuvent parler librement, mais elles restent bien sûr sous la surveillance du personnel de surveillance. Est-ce que vous avez l'impression que c'est utile pour elles cette promenade ou que c'est une corvée? C'est absolument indispensable. D'ailleurs, c'est une détente et ça se justifie pleinement. Est-ce que dans l'ensemble, vous avez l'impression que les détenus s'adaptent assez bien à ce régime de la prison de Rennes? C'est encore difficile à dire puisque la maison n'est ouverte que depuis quelques mois, mais enfin vous pourrez avoir l'opinion d'une détenue tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe le soir lorsqu'elles ont terminé ici, le temps qu'elles avaient passé? Elles rentrent chacune dans leur chambre individuelle. Et là, elles peuvent, en attendant l'extinction des feux, lire, tricoter si elles le veulent. Ce sont des cellules, mais sans barreaux. Mieux que des cellules, ce sont quand même des chambrettes. Du fait qu'il n'y a pas de barreaux, on ne peut évidemment pas ouvrir la fenêtre, mais le vasistas est laissé à la libre disposition des détenus. Et puis, il y a un mobilier sommaire, un lit, une table, une chaise, une armoire murale, un lavabo. Et alors de menus objets, et notamment des photos de famille, qui donnent une note personnelle pour chaque détenu. Chaque chambre, d'ailleurs, a un caractère bien différent. Madame, quel est le rôle de la surveillante? Le rôle de la surveillante est tout d'abord un rôle de discipline, dans son rapport vis-à-vis des détenus. Elle est chargée de faire appliquer le règlement? Oui, il comporte le règlement général, prescrit par le Code, et le règlement intérieur de la prison. Est-ce que les détenus ont le droit d'apporter des modifications à l'uniforme qui leur est imposé? Non, l'uniforme est obligatoire et ne comprend aucune transformation. Également, le règlement s'occupe de la question coiffure. Elles doivent être coiffées avec une résille pour maintenir leurs cheveux.
Elles ont pas le de droit de se maquiller? maquillage, Pas de maquillage. pas le droit de fumer non plus. Du tout? Oh, aucunement, Jamais? jamais. Est-ce qu'elles reçoivent des visites? Les visites sont autorisées à raison de 2 visites d'une demi-heure par mois, en fournissant des papiers d'identité ou une autorisation de monsieur le directeur. Et elles peuvent écrire? Elles peuvent écrire à raison de 2 lettres par semaine, et si elles ont besoin d'une lettre supplémentaire, elles la demandent également. Ce courrier est lu avant le départ de la prison? Le courrier est lu uniquement par les éducatrices, à l'arrivée et au départ. Dans votre rôle de surveillance, il y a une surveillance de nuit? Oui, la surveillance s'effectue de jour, et la nuit, il y a un relais de 5 surveillantes. Qui font des rondes? Qui font des rondes. Qui regardent ce qui se passe dans les cellules? Oui. Et quels sont vos rapports avec les détenus? Les rapports avec les détenus sont constants, puisque nous sommes continuellement avec elles. Et il est nécessaire quelquefois d'avoir un contact pour pouvoir les guider ou juger de leurs réactions. Est-ce que vous êtes partisan vous-même d'une discipline assez sévère? Ah oui, du moment qu'elle soit bien consentie et acceptée, c'est-à-dire et faite d'une façon intelligente. Et vous croyez qu'elle est nécessaire? Et oui, mais il faut tenir compte quelquefois des circonstances qui peuvent modifier le jugement de la surveillante. Qu'est-ce que vous appelez les circonstances? Eh bien, une détenue peut avoir reçu de mauvaises nouvelles de chez elle, ou bien alors avoir un moment de cafard. Pour lutter contre le cafard, il y a le travail. Est-ce que le travail est obligatoire dans une prison de femmes? Dans toute prison, le travail est obligatoire. Tout condamné est astreint au travail. Et ce travail, c'est à quel horaire? À Rennes, entre 7h30 et 7h45 par jour. Si une femme un jour refuse de travailler? Elle commet une infraction, elle peut être punie. Punie comment? De toute la gamme de punitions, depuis la réprimande jusqu'à la cellule. Qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier particulier? Dans cet atelier, on confectionne des jupes de femmes. Pourquoi? Pour qui? La main-d'œuvre de cet atelier est concédée à un industriel, lequel industriel a équipé l'atelier, a acheté les machines à coudre. En somme, nous ne mettons à sa disposition qu'un local vide et de la main-d'œuvre. Donc ensuite, lui aura ces jupes qui ont été fabriquées ici et les revendra à son propre compte. Qui les écoulera à son compte. Ce travail est rétribué? Le travail est rétribué. Et cet argent devient subit la loi commune, c'est-à-dire que la moitié du gain de la détenue demeure à l'État, la moitié est pour la détenue, cette partie qui est la rémunération même de la détenue se décompose à son tour en une moitié dont elle peut disposer pour des achats à la cantine, un quart qu'elle doit conserver pour sa libération et un quart qui sert au paiement des frais de justice. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers que celui-ci? Oui, il y a un atelier de plumasserie. Qu'est-ce qu'on y fait là? On confectionne ce que je crois on appelle des minoches, c'est-à-dire un assemblage de plumes collées et qui sert, paraît-il, à faire de superbes chapeaux américaines. Ah, finalement, ces chapeaux qu'on va fabriquer ici partiront aux États-Unis. Oui. Et ils s'y vendent cher? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'à la Roquette aussi, le travail est obligatoire, Madame la supérieure? Non, monsieur. Ce sont des femmes prévenues. Elles ne sont pas sujettes au travail. Elles ne sont pas obligées de travailler. Est-ce que vous trouvez quand même de nombreuses volontaires? Elles acceptent presque toutes à travailler. Quel genre de travail font-elles? Elles font des collages, des boîtes en carton, des étiquettes. Et ce travail ne paraît pas être, comment dirais-je, très éducatif. Il ne participe pas à une formation professionnelle. Non, monsieur, mais c'est un moyen quand même d'éviter le désœuvrement, un dérivatif, un moyen de procurer quelques sources pécuniaires. Est-ce que les détenus ici à la Roquette peuvent encore recevoir la visite de leur famille? Oui, monsieur. Aussitôt que le juge d'instruction donne un permis à la famille se présente ici au parloir, où elles ont leur visite tous les jours.
et où nous allons maintenant nous rendre à notre tour. La prison de la Roquette, en somme, c'est la gare de triage. C'est la grande salle anonyme où des femmes inquiètes et menacées se côtoient sans savoir quel sort les attend. Est-ce que demain elles seront encore là? Est-ce qu'elles rentreront chez elles? Ou bien est-ce qu'elles partiront pour Rennes? On peut se demander pourtant si cette promiscuité, cette vie collective n'est pas dégradante, si l'influence des plus endurcis ne pervertit pas les moins coupables. Peut-être l'assistante sociale pourra-t-elle nous répondre. Nous sommes maintenant dans le parloir où les détenus reçoivent la visite de leur famille. La famille est ici, là où je suis. Les détenus sont là où vous êtes, mademoiselle l'assistante sociale. Et une surveillante empêche toute communication autre que verbale. C'est ici que s'échangent bien des craintes, bien des secrets, bien des espoirs aussi. Est-ce que vous avez l'impression, vous, dans votre métier, dans vos fonctions, que les femmes se confient à vous? Oh oui, certainement. Je pense que la façon dont elles sont reçues à la permanence, quand elles arrivent, crée un grand climat de confiance. Est-ce que vous leur posez des questions? Je leur pose des questions qui sont indispensables pour leur situation de famille, jamais sur leur situation pénale. Et ainsi, j'ai l'impression qu'elles disent librement ce qu'elles veulent de leur situation. Elles sentent surtout que nous sommes là pour les aider et non pas pour les interroger. Ici, ce sont, comment dirais-je, des oiseaux de passage. On ne sait jamais pour combien de temps elles sont là. Est-ce que cela ne vous empêche pas de construire quoi que ce soit de solide avec elles? Oui, si, ça nous gêne tout de même énormément parce que nous ne connaissons pas le temps réel où elles vont pouvoir rester. Très souvent, nous préparons quelque chose pour l'avenir qui n'est pas viable parce qu'elles sont libérées avant que tout soit fini ou au contraire, elles ne sont pas libérées au moment où tout est prêt et évidemment, tout est à recommencer. C'est un travail très mouvant. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on va quelquefois à l'encontre du but que l'on poursuit en réunissant ici des femmes de tous les âges qui ont des délits très différents sur la conscience? Oui, on essaye, au début, on essaye toujours de sélectionner évidemment et de ne pas trop les mélanger, mais il est certain qu'on ne peut pas éviter dans une maison où tout de même elles sont en commun ce mélange et il est évident que c'est très, très mauvais pour elles et évite certainement des sauvetages quelquefois. Il n'y aurait pas moyen de faire autrement? Si, mais il faudrait alors un établissement où elles ne seraient pas en commun, où elles vivraient en régime cellulaire plus fermé, si vous voulez. Est-ce que vous revoyez quelquefois les femmes après leur départ de la prison? Assez souvent, oui. J'ai beaucoup d'anciennes qui viennent me revoir, qui maintenant sont mariées, mamans, et ont fait une vie tout à fait normale, et qui viennent me voir en toute simplicité, en toute amitié, et pas du tout en tant qu'assistante de la prison, mais en tant que la personne qui les a aidées à un moment difficile et qui les a comprises, je crois. Et je crois qu'elles sentent qu'on les aime, surtout. Et quand il y a un peu conflit, quand c'est difficile, de quel côté est-ce que vous vous sentez, vous? Je me sens très près d'elles. Je crois qu'on ne pourrait pas le faire autrement. On ne pourrait pas le faire depuis tant d'années si on n'était pas près d'elles, les sentir et les comprendre. À Rennes, les problèmes psychologiques et sociaux sont différents, mais ils sont aussi difficiles. Quels sont, mademoiselle, les principaux motifs d'emprisonnement? Les détenus, les femmes qui viennent en prison sont en général condamnées pour, soit pour avoir tué leur mari, soit pour avoir effectué des mauvais traitements sur leurs propres enfants, soit pour avoir commis des infanticides, beaucoup plus rarement pour avoir commis des vols qualifiés. Est-ce qu'il y a, selon vous, une nature particulière des délinquantes? Est-ce que ce sont des femmes comme les autres ou des femmes pas comme les autres? Ce sont bien sûr des femmes comme les autres. Simplement, on peut dire qu'elles ont sans doute été amenées au délit et surtout au crime, lorsqu'il y a crime, par tout un concours de circonstances. Il y a un facteur personnel quand même qui joue une grande part. Mais le crime, le délit est quand même un aboutissement.
Malgré tout, ce sont des femmes... Mais est-ce qu'il n'y a pas des femmes incorrigibles? Le mot d'incorrigible est peut-être un peu dur. Il y a effectivement des femmes pour lesquelles il y a peu d'espoir. Parce que d'abord, ce sont des demi-déséquilibrés pour lesquels la prison ne vaut rien. Mais de même, l'hôpital psychiatrique ne les accepte pas. Et elles resteront toujours ce qu'elles sont. Ce que nous pouvons essayer de faire simplement, c'est qu'elles ne soient pas trop nuisibles à la société. Mais nous ne sommes pas tellement sûrs d'y arriver. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas aux femmes le régime de la semi-liberté qu'on applique à certains hommes, c'est-à-dire où on leur permet de sortir à l'extérieur tout en étant encore détenus pour aller travailler? La question, en effet, a déjà été posée. Jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé de solution parce qu'en fait, elle pose des problèmes assez délicats. On peut craindre que les détenus livrés à elles-mêmes au dehors, même étant choisis, ne se laissent entraîner dans des aventures sentimentales qui seront assez lourdes de conséquences. On peut craindre, ce qui est également, c'est que les détenus n'ont peu de qualifications professionnelles, sauf quelques-unes, et évidemment, ça pose le gros problème du travail à l'extérieur, et c'est une des difficultés pour lesquelles, pendant le temps de la prison, on ne peut pas leur donner... leur accorder une semi-liberté. Mais enfin, il n'est pas exclu qu'on arrive à trouver une solution satisfaisante à ce problème dans un temps plus lointain, lorsque les questions purement pénitentiaires auront été déjà réglées. Toute collectivité suppose un service médical. Nous allons demander à monsieur le médecin-chef de la prison de la Roquette de nous parler de sa clientèle assez particulière. Pourquoi les femmes viennent-elles vous consulter le plus souvent ici, docteur? Oh, elles viennent pour un quelconque prétexte, quelquefois fort ridicule, quelquefois très intéressant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe des maladies particulières à la prison? Oh, pas sur le plan organique. Le fait de passer de la liberté à la détention provoque néanmoins un certain syndrome qui est caractérisé au point de vue organique très souvent, pas régulièrement, mais très souvent par l'arrêt des fonctions génitales. Ceci n'est pas l'épalage de la race humaine, vous le savez, puisque les animaux qui sont en captivité ne se reproduisent jamais. Est-ce que on pourrait faire un parallèle entre ces deux phénomènes. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes vous disent la vérité ici ou cherchent au contraire à vous entraîner? Ça, c'est le retentissement psychique. Le retentissement psychique est caractérisé surtout par cette faculté du mensonge ridicule, quelquefois pittoresque, toujours inutile. C'est un jeu, ce n'est pas un mensonge lisse, c'est un jeu. Je crois que c'est plutôt une sorte de déroute de l'imagination. Déroute qu'on retrouve d'ailleurs, qu'on retrouve toujours, tous les jours, quand elles décrivent les symptômes de leur malaise ou de leur maladie. C'est ahurissant et très pittoresque. Il vous est difficile d'avoir confiance en elles. On n'a absolument aucune confiance, il faut se méfier de tout et tout contrôler, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, au point de vue psychique, également, je peux vous dire que demain matin, la venue de votre grande équipe masculine va me produire une consultation où il sera beaucoup question de cauchemar ou d'insomnie. Est-ce qu'on n'est pas un peu là, au bord de la maladie mentale? Oh, si. Il est certain que la détention, d'une façon générale, aggrave les névropathies. Il y a, je crois, un service psychiatrique. Ah, il y a un service psychiatrique qui est très efficace et qui fonctionne très régulièrement. Remarquez qu'en général, ces symptômes que je vous donne là sont très atténués chez les grandes mères de famille ou chez les femmes enceintes. Qu'est-ce qui se passe justement dans le cas d'une femme qui attend un enfant? Elle est conservée ici et mise en observation très régulièrement avec des petits avantages alimentaires et 6 semaines avant le terme prévu est dirigée sur la détention de Fresnes où il y a un service organisé. C'est donc au quartier des Nourrices de Fresnes que nous allons nous rendre maintenant pour y savoir ce que deviennent les enfants des prisons. À vous, Fresnes. Ici, Fresnes, un pavillon semblable à tous les autres quant à l'extérieur, mais à l'extérieur seulement, car nous sommes avant tout dans une maternité.
Madame la supérieure, quelles sont les conditions de vie en cette prison-ci? Car c'est tout de même une prison. C'est une prison sans barreaux, et c'est plutôt une pouponnière. Il y a bien sûr les cellules encore, avec les clés. Mais enfin, la maman s'occupe entièrement de son bébé, comme si elle était dehors, avec même peut-être beaucoup plus facilité qu'elle n'aurait dehors, puisque sa cellule que vous allez voir est très bien aménagée, avec eau chaude et eau froide, ce qui lui permet de donner le bain à son bébé, de faire son lavage. Elle a dans sa cellule également une prise de courant qui lui permet le repassage. Pouvons-nous y entrer? Nous allons y entrer, oui. Bien sûr qu'on va vous l'ouvrir tout de suite. Une simple serrure. Une serrure, oui, ce ne sont plus ici les grosses clés que nous avons vues tout à l'heure. Et voilà la cellule avec le lit du bébé et la maman. Elle est seule à s'en occuper? Elle est seule à s'en occuper. Les biberons sont faits sous la conduite des sœurs et portés par les sœurs elles-mêmes. Mais c'est la maman qui donne le biberon à son bébé. Et cette vie-là dure combien de temps? Au maximum 18 mois. Pourquoi? Autrefois, on gardait les enfants jusqu'à 4 ans. Mais depuis 1946, une loi a trouvé sans doute meilleur pour l'enfant de ramener l'âge à 18 mois. Celui-ci, nous voyons un air assez grand. Celui-ci qui va partir bientôt. Il aura la chance de retrouver sa maman dans quelques jours, puisque sa maman sortira quelques jours après ses 18 mois. C'est notre aîné. Excusez-moi, mais n'est-il pas inutile, pour ne pas dire inhumain, de fournir à ces mères et à leurs enfants cette vie matériellement confortable, presque familiale, pour un jour, de par la loi, couper les uns des autres au stade des 18 mois? En un mot, qu'advient-il lorsque l'enfant est parti et que sa mère demeure seule? Il est certain que c'est un moment très douloureux pour la maman de se séparer de son enfant, car depuis sa naissance, elle le suit, elle s'en occupe. Si la maman a de la famille, le bébé est remis à la famille. Sinon, l'assistante sociale, qui est en rapport constant avec les familles ou avec les œuvres qui s'occupent des enfants, remet l'enfant à une œuvre privée ou à une œuvre de l'assistance. Et cette œuvre la gardera l'enfant jusqu'à la sortie de la maman, qui pourra le reprendre à ce moment-là. Statistiquement parlant, s'écoule-t-il généralement un temps assez long entre le départ de l'enfant et la sortie de sa mère? Quelquefois. Donc, quelquefois. Nous avons eu des cas où une maman condamnée à 10 ans, par exemple, qui a eu son bébé qui est né ici, ne le reverra que vers l'âge de 9 ans, 9 ou 10 ans. Là, c'est un peu dur, bien entendu. Mais en général, les peines sont plus petites, et ce qui leur permet de sortir en même temps que leur bébé, d'emmener leur bébé avec elles. En voici un qui est tout content d'avoir son biberon, qui lui est donné par sa maman. Et ne sont-elles pas gênées à leur retour dans la vie normale par cette vie confortable qu'elles ont eue ici, matériellement parlant? Oui, peut-être. Peut-être il y a un décalage. Deux cas peuvent se poser, où la maman a sa famille qui la reçoit, là, naturellement, bien des choses s'arrangent, mais lorsqu'elle n'a personne, il y a encore là l'assistante sociale qui se met en rapport avec des œuvres qui peuvent prendre le bébé et la maman à la fois et lui donner du travail. Je vous remercie. Nous connaissons maintenant tous les aspects de la détention féminine. Nous savons ce que tout le monde en pense. Tout le monde sauf précisément les détenus. Et c'est pour combler cette lacune que nous nous rendons une dernière fois ce soir à la maison centrale de Rennes. Madame, Bonjour monsieur. il y a combien de temps que vous êtes détenue ici? Ici, il y a à peu près 4 mois. Et avant? Avant, je viens d'Agneau. Vous étiez à Agneau? Oui. Depuis combien de temps? Je vais rester 5 ans, un peu plus de 5 ans et demi. Et quand est-ce que vous sortirez? J'espère m'en aller dans 4 ans d'ici. De toute
le plus. Pourquoi vous espérez? Parce que je dois être en conditionnel au mois de mars, tout au moins la première, et enfin, comme je ne compte pas sur la première, mais dans 3 ans et d'ici, j'espère quand même avoir une conditionnelle favorable. Est-ce que ça vous fait une grosse différence d'être ici? Ça vous dépayse par rapport à Haguenau? C'est un peu question d'habitude, parce que Haguenau, on était habitué, et ici on s'y habituera. C'est très peu de temps qu'on est ici, alors on ne peut pas savoir. Vous n'aviez pas des cellules individuelles là-bas, des chambres personnelles? Non, pas du tout. Est-ce que vous trouvez ça mieux? Oh oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'on a l'impression d'être un peu chez soi. On a l'impression d'être un peu dans notre chez nous. Quand vous vous promenez dans la cour, au moment de la promenade et que vous parlez, de quoi est-ce que vous parlez? Un peu de tout, un peu des recettes de toutes sortes, un peu de cinéma si on a vu des spectacles récents, ou un peu de tout. Est-ce que vos camarades dans l'ensemble sont très mécontentes ou acceptent leur sort? La plupart acceptent leur sort comme elles le peuvent. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre temps? Vous avez quelques loisirs? On a des loisirs, oui, un peu. On tricote, on lit un peu, on essaie de s'occuper du mieux qu'on peut. Vous, personnellement, vous aimeriez faire quelque chose? Oui, moi j'aimerais bien essayer de pouvoir faire un peu de broderie ou des choses qui sont utiles à une femme. Et surtout qui nous occupent un peu l'esprit. Qu'est-ce qui vous prive le plus ici? Vous me dites une chose, là, je crois que le plus qui me prive, c'est mon enfant. C'est la seule chose à quoi je pense le plus, qui me manque le plus, quoi. Vous ne la voyez jamais? Non, il y a 6 ans que je ne l'ai pas vue. Et vous ne la reverrez qu'en sortant? Hélas, oui, elle est trop loin, elle se trouve à Marseille. Vous lui écrivez? Ah oui, très souvent, je reçois de très belles lettres. Elle travaille bien, elle m'envoie toutes les années ses photos pour que je puisse voir comme elle grandit, comme elle est d'ailleurs très belle, elle a 17 ans et demi. Et une fois, je suis très heureuse comme ça, mais enfin, j'aurais bien aimé la voir. Est-ce que vous trouvez ça juste d'être en prison? Juste, on a fait une bêtise, on doit la payer, mais on ne devrait pas nous la faire payer si chèrement. C'est trop long, vous trouvez? Oui, je pense que c'est bien pour une femme comme pour un homme, mais pour une femme beaucoup plus, parce que toutes les femmes, nous sommes ici toutes des mamans. Et nous priver des 10 ans de nos enfants, ça c'est quelque chose d'atroce. Comment est-ce que vous voyez votre avenir quand vous serez sortie? J'espère sortir encore assez vaillante pour pouvoir travailler, me diriger sur un travail qui me plaise. J'espère pouvoir faire de la couture. Si ce n'est pas de la haute couture, ça sera dans une maison de confection, une maison, un travail simple. Mais je travaillerai, je serai auprès de mon enfant. J'élèverai mes petits-enfants puisque j'ai été privée des plus jeunes années de mon enfant. Quel âge est-ce que vous aurez à ce moment-là? Je ne sais pas, j'ai 36 ans maintenant et si je sors dans 3 ans, bientôt plus 40 ans. J'espère à cet âge-là d'être encore assez vaillante pour pouvoir faire quelque chose de bien. Merci, madame.